Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo de l'été sur Radio J. Aujourd'hui, on va parler sans détour du mal-être des propriétaires, de la suspension de MaPrimeRénov', du DPE, des syndics au bord de la rupture et une question simple mais essentielle. Est-ce qu'être propriétaire en France en 2025, c'est devenu un fardeau? Pour y répondre, je reçois avec grand plaisir Christophe Demerson, qui est avec nous. Il est ex-président de l'UNPI et du think tank 35 millions de petits propriétaires et surtout, il parle vrai. Bonjour Christophe. Bonjour Marc Ezrati. Alors, première question directe. Être propriétaire aujourd'hui en France est devenu un boulet fiscal, pas le propriétaire en France. J'allais dire malheureusement oui, Marc Ezrati. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être propriétaire en France. Il y a de l'inquiétude. Et avant tout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le propriétaire, il a besoin de stabilité, il a besoin d'une stabilité réglementaire, il a besoin d'une stabilité législative et il a besoin d'une stabilité fiscale. C'est pas le cas aujourd'hui. Le gouvernement, depuis quelques jours, a suspendu MaPrimeRénov', mais garde les monogestes. Est-ce que c'est pas une absurdité ou un aveu d'échec, cette histoire de suspension? On garde les monogestes qui servent à rien. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais, j'allais dire, MaPrimeRénov', c'est un petit peu à l'exemple de ce qui s'est fait un petit peu partout dans l'immobilier, dans tous les secteurs depuis 7 ans. Et c'est vrai que c'est une catastrophe industrielle, c'est triste parce que il y a tellement de choses à faire ensemble. Et c'est vrai qu'au départ de cette catastrophe, il ne faut pas l'oublier, on a les DPE. Le DPE, c'est le thermomètre qui parle de tout. Et le DPE exactement. est mal né, il a été suspendu, rappelons-le. Et aujourd'hui, on en est là. C'est pas faute d'avoir prévenu. Moi, je me rappelle sur personnellement... 2025, trois décrets sur le DPE. Oui, moi, je me rappelle personnellement, en juillet 2025, dès le départ, je dis bien dès le départ, j'ai prévenu la ministre du Logement de l'époque sur le danger qu'il y avait à précipiter les choses, qu'il fallait que les choses soient bien calées. Ça n'a pas été le cas. On est parti un petit peu dans l'incertitude et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de mettre clairement en danger le droit à la propriété avec tous ces signaux contradictoires? La propriété privée, on peut dire quand même, je ne sais pas si elle est en danger, mais elle est malade. Il y a plusieurs signaux qui sont contradictoires, mais qui sont des mauvais signaux. Je prendrai un seul exemple, c'est la suppression de la taxe d'habitation aujourd'hui. Et la suppression de la taxe d'habitation, on avait prévenu justement à l'époque encore qu'il allait y avoir une stigmatisation d'un côté les propriétaires et une barrière, de l'autre côté les locataires. Et aujourd'hui, les locataires, ils participent plus à la vie de la cité, c'est-à-dire qu'ils investissent plus. Et un maire, aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'on peut voir, il y a des villes qui sont quand même célèbres là-dessus, malheureusement. Et le problème, c'est qu'un locataire, il ne faut pas l'oublier, il a un propriétaire. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse. Et cette contribution solidaire dont on a entendu parler il y a quelques mois du ministre Rebsamen, c'est quelque chose qui vous inspire quoi? Ce que ça m'inspire, pour parler vrai, parce que, c'est que je trouve que le ministre Rebsamen, il gère très bien sa ville de Dijon. Pour le reste, je serais plus réservé. Alors, vous dites souvent la France ne construit plus, elle taxe. Oui. La France ne construit plus, elle taxe. Et j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'exercice. Le dernier exemple qu'on peut prendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un effondrement des transactions. Et quelle est la meilleure idée? Qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux? On va augmenter les droits sur la transaction et donc entre guillemets les frais de notaire, mais qui ne sont pas du tout des frais de notaire, qui sont des frais de mutation, pour les régions. Voilà, les frais de mutation. Et on va augmenter. Donc j'allais dire, on alourdit encore un petit peu plus le baudet. Et c'est triste. Je veux dire, il faudrait peut-être un petit peu remettre l'église au centre du village. La taxe foncière, elle a fortement explosé. Est-ce qu'on ne va pas tuer la détention immobilière à petit feu? La taxe foncière, elle a explosé, mais ce que je vous disais, c'est directement lié, parce que si on regarde sur 10 ans, sur 10 ans, la taxe foncière, c'est à peu près 3 fois l'augmentation des loyers et 3 fois l'inflation. Ouais.
Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, la taxe foncière, c'est devenu un outil politique. Parce que, mettez-vous à la place d'un maire. Aujourd'hui, un maire dans une ville où il y a 60 ou 70% de locataires, ce qui est le cas de nombreuses villes en France, et la tendance, elle est là, qu'est-ce qu'il fait ? Il taxe un petit peu plus. De toute façon, l'électorat n'est pas là. Donc, et oui, mais le problème, c'est que ça nous mène directement dans une impasse. Rappelez-vous, Marcheseratti, de la loi de 48. Au départ, la loi de 48, elle partait d'un bon sentiment. On disait, oui, on va aider les locataires. Oui, on a vu le résultat, on a mis à 50 à 100 mètres. Et aujourd'hui, on repart dans une nouvelle dérive. L'héritage qui devient problématique avec ces jeunes qui refusent de reprendre les logements familiaux. Vous le constatez, ça aussi. Hein. Vous avez été le premier à m'en parler. Ça, j'allais dire que c'est peut-être le plus grave de tout. Ouais. C'est peut-être le plus grave de tout, parce que ça, c'est l'avenir. Et les jeunes générations se détournent de l'immobilier. Ça, c'est grave. C'est grave aussi bien pour l'accession, mais c'est grave aussi pour les gens qui font du locatif, parce que j'allais dire que... être propriétaire bailleur, c'est un métier, ça se transmet un petit peu de famille en famille, ce savoir-faire, ce goût de se constituer un patrimoine et ce goût de gérer aussi. Et aujourd'hui, on voit que le propriétaire bailleur a été tellement stigmatisé qu'aujourd'hui, moi je le vois dans les conseils, le jeune, quand il est avec ses parents et qu'il y a une petite réunion de famille et qu'il est devant le notaire ou devant le conseiller en gestion de patrimoine, c'est plutôt halte au feu, vendez, profitez de votre argent et on prendra le reste. Oui, et donc ça, c'est cette tendance que vous observez, on le voit aussi avec la problématique des copropriétés. Pareil, c'est exact, mais c'est le même mécanisme. Hein. Donc je pense que la paupérisation de la copropriété, la paupérisation des copros. Ça a donné lieu à un rapport sénatorial qui est sorti le 23 mai dernier, qui parlait de population pauvre aujourd'hui. Oui, mais on peut le dire, aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'on est parti vers une révolution sociétale. Et une révolution sociétale majeure, pourquoi ? Parce que le français moyen, j'allais dire monsieur tout le monde, monsieur et madame Michou, ils vont pas pouvoir garder, et je pèse mes mots, ils vont pas pouvoir garder leur résidence principale et une résidence secondaire. Et ça, c'est le signe que les choses vont mal. Et pire, on voit l'orientation maintenant vers le viager, c'est que vous prenez une famille nombreuse, une famille qui était nombreuse, et aujourd'hui, vous allez prendre une veuve de 75 ou 80 ans qui a eu 3 enfants. Donc, ça veut dire qu'elle avait un appartement, par exemple, et 5. Elle a eu ses enfants sont partis. Et bien aujourd'hui, avec l'explosion des fonciers, cette dame, elle ne va pas pouvoir garder son bien parce qu'elle est écrasée. Les retraites, elles sont ce qu'elles sont en France. Et elle ne va pas pouvoir garder son bien. Elle va être obligée de faire un arbitrage et partir de chez elle. Alors, vous me direz, il y a des solutions. On écoute tout, il y a des solutions. Et oui, mais la dame, elle n'a pas besoin de cette surface, c'est tendu, qu'elle laisse la place, elle n'a qu'à vendre, elle nous fait chier, la dame. Ah oui, d'accord. Oui, mais le problème, une révolution sociétale, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas laisser les anciens... si les anciens ne peuvent pas rester chez eux, c'est dramatique. Christophe, il y a des solutions comme le viager, par exemple. Alors le viager, c'est pour ça que je disais, on voit cette orientation vers le viager. Et là, je peux vous donner un exemple concret qui m'avait interpellé. Moi, vous savez que je suis auvergnat, Marcheseratti. Vous êtes Clermontois. Clermontois. Oui, ça s'entend peut-être un peu à l'accent. Non, mais... et donc, ma directrice avait fait une réunion sur le viager. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des demandes sur le viager, alors qu'en Auvergne, il n'y avait pas de viager avant. Moi, depuis 40 ans que je fais de l'immobilier, on n'entendait pas parler de viager. Elle a fait cette réunion, mais je lui ai dit, écoute, tu peux toujours faire une réunion, on va bien voir. Elle me prévient après, elle me dit, la salle était pleine. Je dis bien, la salle était pleine. Ouais. Et je lui dis, on va refaire. Je lui dis, Fabienne, on va refaire. Le viager, c'est une solution pour améliorer la vie des retraités. Oui. On peut facilement obtenir 30% de plus de pouvoir d'achat. Mais je vais finir ma démonstration et vous allez voir, vous allez comprendre, Marc, et nos auditeurs vont comprendre. Et donc, je dis, on va faire une deuxième, comme c'était plein, je dis, on va faire une deuxième émission, une deuxième réunion. Deuxième réunion, la salle pleine. Et moi, j'y étais, la deuxième. Et je me suis mis au fond de la salle. Et déjà, la première chose qui m'a frappé, c'était le nombre de femmes. Ça devait être 80% ou 90% de femmes. Et moi, j'écoutais les questions de ces femmes. Après, il y avait eu c'était Gilles de Mouron, un spécialiste du viager, qui avait parlé de ça.
Et je me rappelle des questions de ces femmes, et c'était dramatique parce qu'elles posaient des questions, parce qu'elles se projetaient en réalité, elles se rendaient compte qu'elles ne pourraient pas rester chez elles. Et la question, c'était, est-ce que je vends mon garage pour payer parce que je peux plus payer. Et en réalité, ça prouve qu'il est là le basculement sociétal. Ouais. Le propriétaire est souvent vu comme un profiteur. Est-ce qu'on résiste à est-ce qu'on assiste à une stigmatisation Oui, on y est, mais ça c'est un discours général, j'allais dire malheureusement. Et vous savez, tout au long du siècle et du 20e, et puis aujourd'hui les 25 premières années, on a été habitués, vous savez, ça c'est une rengaine, parce que les présidents ont beaucoup joué avec ça. Rappelez-vous, c'était en 81, c'était s'enrichir en dormant. Et puis plus récemment, en 2017, on a eu la rente immobilière. C'est quelque chose qui passe, ça fait du bien, ça mange pas de pain, on tape un petit peu sur le propriétaire. Le problème, c'est que le propriétaire, il loge des gens. Les syndics, tiens, on va en parler un petit peu. Ils sont au bord de burn-out, trop d'obligations, plus de budget. On va dans le mur. Vous savez, pour les syndics, je pense que c'est un métier compliqué. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les syndics parce que c'est un métier qui est ingrat. C'est ingrat, hein. C'est vraiment ingrat comme métier. Et aujourd'hui, les syndics, je peux vous dire qu'avec la complexité, je dis bien la complexité de la loi climat et résilience et les calendriers imposés et j'allais dire l'avalanche de normes, ça pose question. Et ce que je vois aussi, c'est que c'est des gens qui aiment leur métier. Déjà, ça me frappe. Et qui manquent de personnel, qui manquent de bras, parce que les jeunes, on peut les comprendre aussi, ils y vont pas forcément. Et ce que je vois quand même aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le syndic, il va pousser à faire des travaux, par exemple, en admettant. Oui, mais le problème, il pousse à faire des travaux, mais la copropriété, les pauvres, et il sait qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir rester à l'intérieur parce qu'ils vont pas pouvoir payer les travaux, et ça, c'est un drame. Comment dirais-je, une nouvelle taxe sur les propriétaires. Arrêtez avec les nouvelles taxes, Marc. Et j'entends que taxe toute la journée. C'est le chagrin et la pitié, c'est nuit et brouillard. Hein. Bon, est-ce qu'au fond, le droit de propriété est en train de vaciller en France ? Oui, il vacille, le droit de propriété, je l'ai dit, oui, le droit de propriété vacille en France. Et on est un petit peu au bout de l'exercice. C'est comme le prix du timbre. La Poste est en difficulté. Oui, d'accord, on peut mettre le timbre à 20 €. Le problème, c'est que les gens ne mettront plus des enveloppes dans les boîtes aux lettres. C'est ça. Investir dans l'immobilier, ça reste une bonne idée en 2025 ? Alors là, c'est une question piège, Marc, mais je ne répondrai pas comme ça. Parce que normalement, le propriétaire et l'investisseur, et même le primo-accédant, et j'en parlais tout à l'heure avant de rentrer en studio avec une de vos collaboratrices, le français, on va dire, il devrait toujours être en mode projet et il devrait toujours lever la tête et regarder ce qui se passe et poser des questions parce que en réalité, ça veut rien dire. Ça veut dire quel prix, à combien on achète. Et il y a toujours une opportunité qui peut se présenter. Donc, regarder ce qui se passe, comprendre, être souple, être réactif, être bien entouré, avoir un bon notaire, c'est capital. Avoir des bons artisans, avoir des artisans de confiance, c'est capital aussi. Je vous avais pas posé une question tout à l'heure, j'y repense là, mais les PLU pilotés par des sociétés, des cabinets extérieurs, ça a été vous m'aviez poussé un coup de gueule cette année. Ouais, c'est vrai qu'on on a vu la limite de l'exercice de style. Hein. Aujourd'hui, on voit des maires tellement la loi est complexe aussi. Hein. Bien sûr. Tellement la loi est complexe, on voit des maires qui sont dépossédés, qui savent même plus ce qu'il y a à l'intérieur des PLU. Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, je les ai. Vous les avez. Qu'est-ce que vous achèteriez un bien immobilier ? Comme je vous dis, tout dépend. Ça veut rien dire acheter un bien. Oui, tout dépend le prix. Bah, comme moi, 80 000. Comme je disais hier. Tout dépend le prix, tout dépend de l'emplacement et la potentialité du bien, les travaux, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il faut être joueur, il faut avoir un goût du risque. Et normalement, en immobilier et en économie, le risque se rémunère. Et aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là. Donc, être entouré, avoir une expertise sûre, avoir une expertise fiable et tout, j'allais dire, tout est encore possible. Mais Dieu sait que les choses sont compliquées. Dieu sait que le gouvernement n'aide pas la personne qui se lance. Christophe Lemerson, merci beaucoup d'avoir fait le détour par les studios de Radio J.
Vous allez partir en vacances cette année? Je prends pas de vacances, par contre. Jamais de vacances, Je vous, prends hein. jamais de vacances parce que je préfère me regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que je suis encore un petit peu passionné d'immobilier Ouais. et je regarde ce qui se passe. Et merci à vous. Eh bien, Marc écoutez, Zrati. revenez avec moi à l'occasion cet été. Merci à vous. On va tout de suite prendre le cap pour l'Alsace. On va partir à Colmar, dans le Haut-Rhin, au cœur de la route des vins, où l'immobilier connaît aussi ses tendances. Pour ça, aujourd'hui, je reçois Julien Ecky. Il est mandataire chez IAD France, et Xavier Demezois, qui est avocat à Paris, qui est un spécialiste de la location courte durée. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Alors, on va commencer avec vous, Julien Ecky. Bienvenue. Déjà, parlez-nous de cette destination de Colmar. Alors Colmar, ça reste une ville très touristique, énormément demandée. C'est l'un des secteurs d'ailleurs dans lequel je fais énormément de ventes, où j'ai énormément également de demandes. Et on a évidemment tout près de Colmar cette route des vins d'Alsace. Et là encore, mettez-nous l'eau à la bouche, pour pas dire autre chose. On a la route des vins, mais on a également aussi la foire aux vins qui va arriver bientôt aussi. Oui, elle arrive bientôt là. C'est ça, donc énormément de touristes qui cherchent à venir faire cette fameuse route des vins. Et également le festival de la foire aux vins, où on a énormément aussi de concerts en vue. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on a souvent aussi du mal à circuler sur Colmar. Oui. Clairement. Déjà, c'est pas une très grande ville non plus, au niveau circulation, oui, effectivement. Là, c'est vraiment vu comme un grand village, Colmar. Oui, c'est un grand village. Julien, comment se porte le marché immobilier à Colmar en cet été 2025 ? Alors, le marché colmarien se porte plutôt bien, je dirais. On a eu des moments un peu tendus, forcément, avec la hausse des taux récemment, un peu comme partout en France. Mais là, ça se stabilise, j'ai l'impression. On a pas mal d'acheteurs qui reviennent et quelques projets qui se relancent. Il y a encore pas mal de demandes, mais c'est vrai que les gens prennent un petit peu plus de temps, je dirais. C'est un marché plus réfléchi. Quel type de bien séduit le plus actuellement à Colmar et dans sa région ? Plutôt une résidence principale Je dirais un petit peu tout. On a beaucoup de locations saisonnières, de la résidence principale, mais c'est vrai que là, on a pas mal de familles qui cherchent leur chez-soi, souvent avec un extérieur. Et ça, vraiment, depuis le Covid, j'ai l'impression. Avant, c'était pas mal d'appartements, et là, on a vraiment beaucoup de maisons qui sont en recherche. Et on a aussi beaucoup de demandes pour des petits biens proches centre-ville ou en hypercentre pour du tourisme et pour de l'investissement locatif. Après, Colmar attire énormément, forcément. Il y en a certains qui veulent juste un pied-à-terre pour venir les week-ends et en parlant de la route des vins, forcément, peut-être boire aussi un petit coup. Alors, Maître Xavier Demezois, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la réglementation location courte durée, réglementation Airbnb dans cette région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Colmar ? Colmar, c'est une ville intéressante puisque c'est une ville à l'instar de Paris qui a mis en place depuis quelques années seulement un dispositif contraignant similaire à celui de Paris, à savoir que, par exemple, il est désormais interdit de louer sa résidence secondaire, sauf si on a procédé à un changement d'usage préalable. D'accord. Alors c'est important parce que j'écoutais la personne Julien qui nous avons au téléphone, et effectivement, Colmar est réputé notamment pour ses marchés de Noël, pour son tourisme, pour sa foire au vin, et par définition, une grosse activité touristique. Et qui dit activité touristique dit location saisonnière de courte durée. Et effectivement, on a, selon moi, une difficulté, c'est que les propriétaires qui sont en contre-invention de la réglementation locale s'exposent à des très fortes amendes, puisque je rappelle la nouvelle amende depuis la loi Le Meur du 20 novembre 2024. On est passé de 50 000 à 100 000 euros maximum d'amende fixée par le tribunal judiciaire. Et je sais, par expérience, puisque mon cabinet notamment a défendu la première propriétaire poursuivie, notamment la ville de Strasbourg, où d'ailleurs j'avais défendu son cas également devant la cour d'appel de Colmar. Et je sais qu'à là-bas, il y a des agents assermentés qui contrôlent, qui poursuivent, qui vont en justice. Et j'invite vos auditeurs de Colmar à s'assurer de la conformité de leur activité au niveau des locations saisonnières, même si il est vrai que certaines villes peuvent tolérer, entre guillemets, la courte durée, puisqu'il y a un ADN de tourisme, mais ça n'interdit pas les propriétaires d'être dans les clous.
Julien, on revient justement à vous. La route des vins, l'attractivité touristique de Colmar, ça tire les prix vers le haut? Ah oui, clairement. Clairement, Colmar, comme dit, c'est un peu une ville, je dirais, carte postale. Donc forcément, ça joue sur les prix, surtout en centre-ville et dans certains quartiers qui sont très recherchés. Après, c'est sûr, ce n'est pas non plus Paris, je veux dire, en termes de prix au mètre carré, mais on reste dans une région ici relativement accessible. Et il y a encore des quartiers où même la couronne colmarienne, on peut faire encore de très belles affaires. Et justement, qu'en est-il des primo-accédants ou des familles? Est-ce qu'ils peuvent encore acheter à Colmar? Alors forcément, c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a 5 ou 10 ans, je vais dire. Il y a 5 ans, c'était un peu plus simple. Entre les prix qui ont monté et les conditions de crédit, je pense qu'ils sont devenus un peu plus stricts. Il faut être vraiment bien préparé. Mais c'est pas mission impossible. Il y a des aides, des solutions et surtout des opportunités. Si on élargit un peu le secteur et qu'on reste réaliste, l'important, je dirais, c'est d'être bien accompagné par un courtier et par un agent immobilier qui connaît bien le secteur. Et côté investisseur, est-ce qu'il y a encore de belles opportunités en 2025? Oui, clairement. Il faut juste être stratégique. Les petites surfaces bien placées, des biens rénovés ou des immeubles à rénover, ou encore même des logements proches des transports ou du centre historique, ça fonctionnera toujours. Le tourisme booste aussi les rendements en courte durée. Mais comme je dis souvent, un bon investissement, c'est vraiment pas juste un coup de cœur, c'est du calcul. C'est du calcul. Si vous deviez donner un conseil à un acquéreur ou à un vendeur, ce serait lequel? Alors, pour un acheteur, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acheteurs qui sont hésitants, donc je dirais ne perdez pas trop de temps si le bien vous plaît et que tout colle. Parce que souvent, je rencontre souvent ce cas-là où la plupart de mes acheteurs me disent écoutez, j'ai besoin de réfléchir encore 2-3 jours, mais en général, ces 2-3 jours peut coûter un achat. Julien, dernière information que j'ai envie de connaître. Si on devait faire cet été qu'une seule activité à Colmar, ça serait quoi? Cet été, foire au vin. La foire au vin. Vraiment, c'est l'éclate. C'est vraiment un lieu où, forcément, déjà, il y a tout Colmar qui s'y rend, et ça, c'est du lundi au dimanche. Donc, c'est un bon moment pour faire la fête, pour retrouver des amis, pour revoir certaines personnes. Oui, et puis il y a des beaux restos. Il y a des bons restos chez vous. Ah oui, ça aussi, ouais. Ça, clairement. Faut pas être au régime quand on y va. Ah bah tiens, dans l'oreillette, mon réalisateur me parle de l'auberge de Lille. Ah ben ça, c'est The Restaurant. C'est The Restaurant, d'accord. Là, il faut y aller, il ne faut même pas hésiter. J'y étais déjà 2 fois. Alors, c'est sûr qu'au niveau tarif, oui, c'est pas donné. C'est pas au McDonald's, mais par contre, à autant, on en sort vraiment satisfait. Merci beaucoup, Julien Hickey, pour ce regard, pour vos informations. Merci à vous également, maître Xavier Demezois. Vous allez revenir, parce que aujourd'hui c'était un petit peu court, mais vous allez revenir pour nous accompagner dans notre émission de l'été. Lundi prochain, dans le Club IMO de l'été, on parlera de copropriété et on découvrira une nouvelle destination. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Le Club IMO, on vous retrouve à 16h05 tous les jours cet été. Voilà, d'ici là, très bon week-end à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.